Le 4 août 1983, sous un ciel chargé de promesses et de poussière, les rues de Ouagadougou vibrent d'une tension sourde. Dans la moiteur de l'après-midi, un convoi de véhicules militaires fend la ville, soulevant des nuages de terre rouge. À leur tête, un jeune officier au regard déterminé, vêtu d'un simple treillis militaire, son béret rouge vissé sur la tête. Thomas Sankara. Il marche d'un pas assuré vers l'estrade dressée au centre de la capitale, où une foule impatiente s'est massée. Ce jour n'est pas un jour ordinaire. Il est celui d'un tournant décisif, d'un basculement irréversible. Il grimpe les marches, s'arrête un instant et embrasse du regard la mer humaine devant lui. Il inspire profondément, puis d'une voix ferme et vibrante, il prononce ces mots qui marqueront à jamais l'histoire de son pays. Le Burkina Faso doit renaître. Notre pays ne sera plus une marionnette aux mains des puissances étrangères. Nous allons bâtir une nation libre, digne et prospère. Un silence plane un instant, suspendu comme un fil tendu. Puis soudain, la foule explose dans un rugissement. Des cris d'enthousiasme, des poings levés, des larmes d'émotion. Ce soir-là, le Burkina Faso, qui s'appelait encore Haute-Volta, entre dans une nouvelle ère. Mais pour comprendre ce moment, il faut revenir un peu en arrière. Thomas Sankara n'est pas un homme ordinaire. Né en 1949 à Yako, il grandit dans une famille modeste, dans un pays encore sous domination coloniale française. Très tôt, il se distingue par son intelligence et son esprit rebelle. En rejoignant l'armée, il se forge une discipline de fer, mais aussi une conscience politique aiguisée. Il lit avidement Marx, Lénine, Che Guevara et Frantz Fanon. Il comprend vite que son peuple ne pourra jamais être libre tant qu'il restera enchaîné aux anciennes puissances coloniales et à une élite corrompue. En 1981, il est nommé Premier ministre sous la présidence de Jean-Baptiste Ouédraogo. Mais son discours radical dérange. Il prône l'indépendance économique, critique l'ingérence française, appelle à une révolution sociale. En quelques mois, il devient l'ennemi des puissants. En mai 1983, il est arrêté et placé en résidence surveillée. Pourtant, cet acte ne fait que précipiter sa légende. Car dans l'ombre, un mouvement s'organise. Des officiers jeunes et déterminés, convaincus que Sankara est le seul espoir du pays, préparent un coup d'État. Parmi eux, Blaise Compaoré, son ami et frère d'armes, un homme en qui il place toute sa confiance. La nuit du 3 au 4 août 1983, l'heure est venue. Le vent chaud souffle sur Ouagadougou tandis que les unités rebelles prennent position. Les communications sont coupées, les points stratégiques contrôlés. Le palais présidentiel est encerclé. À l'aube, Jean-Baptiste Ouédraogo est renversé. Le peuple assiste, incrédule, à la chute de l'ancien régime. Puis, comme un écho, la nouvelle se répand, Thomas Sankara est libre. Il apparaît enfin, droit et serein, entouré de ses compagnons. La foule en liesse scande son nom, déchirant le silence de la ville endormie. Lorsqu'il monte à la tribune pour s'adresser à son peuple, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit. Nous refusons de vivre à genoux. Le Burkina Faso appartient aux Burkinabés. Plus jamais nous ne serons soumis aux ordres d'une puissance étrangère. Des cris s'élèvent, portés par l'espoir et la fierté. L'émotion est palpable. À cet instant, l'histoire change de cap. Sankara ne perd pas de temps. Dès les premiers jours, il pose les fondations de son rêve. Le vent du changement souffle sur le Burkina Faso. Fini la soumission aux puissances étrangères, fini l'exploitation de son peuple par une élite corrompue. Le jeune capitaine, charismatique et inflexible, s'est donné une mission, transformer son pays en une nation forte, autonome et digne. Mais il sait que les révolutions ne se font pas sans douleur. Dès les premiers mois, Sankara impose un style de gouvernance radicalement différent. Il refuse les privilèges, se déplace à vélo ou en Renault 5, dort dans une modeste maison au lieu du palais présidentiel et baisse son propre salaire à l'équivalent de 450 $ par mois. Ce geste, loin d'être symbolique, pose le fondement d'une nouvelle éthique, la fin du pillage des richesses publiques. Les ministres doivent suivre l'exemple. Plus question de voitures de luxe ni de voyages aux frais de l'État. Le faste et la corruption sont éradiqués avec une rigueur militaire. Il change le nom du pays, Haute-Volta devient Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Un nom porteur d'une promesse. Il lance une campagne de moralisation sans précédent. Les corrompus sont limogés, les détournements sévèrement punis. Il impose une transparence totale au gouvernement. Les fonctionnaires doivent désormais rendre des comptes.
Nous ne devons rien exiger du peuple que nous ne soyons prêts à faire nous-mêmes, proclame-t-il devant ses collaborateurs. Cette austérité volontaire frappe les esprits. Pour la première fois, un dirigeant africain vit comme son peuple. Dans les rues de Ouagadougou, son nom devient synonyme d'espoir et de fierté. Mais au-delà de ces gestes forts, Sankara sait que pour réussir, il doit agir vite et frapper fort. Il lance une campagne massive de vaccination contre la polio, la rougeole et la méningite. En quelques semaines, plus de 2,5 millions d'enfants sont vaccinés, un record pour un pays aux infrastructures sanitaires si précaires. Les dispensaires se multiplient, les soins deviennent gratuits pour les plus pauvres. L'espérance de vie s'améliore. Mais la santé ne suffit pas, Sankara déclare une guerre ouverte à la faim. Il réquisitionne les terres inexploitées et les distribue aux paysans, met en place des coopératives agricoles et impose aux fonctionnaires de cultiver leur propre potager. Résultat, en 4 ans, la production de céréales double. Le Burkina Faso, qui importait du riz et du blé, devient autosuffisant. L'aide étrangère est un poison, répète-t-il. Celui qui vous donne à manger vous dicte aussi votre conduite. Ce rejet de la dépendance inquiète. Les puissances occidentales, habituées à voir l'Afrique comme une zone d'influence, voient en lui un agitateur. Les bailleurs de fonds menacent de couper les financements, mais Sankara ne cède pas. Il veut prouver que l'Afrique peut se développer seule. Le jeune président ne compte pas que sur l'État. Il mobilise tout le pays. Il lance une campagne de reboisement sans précédent, plantant plus de 10 millions d'arbres pour freiner l'avancée du désert. Il construit des routes, des écoles, des hôpitaux, et tout cela avec les ressources locales et la main-d'œuvre volontaire du peuple. Sankara ne se contente pas d'améliorer les infrastructures, il change les mentalités. Il impose l'égalité des sexes, interdit l'excision et les mariages forcés, et encourage les femmes à prendre des postes de responsabilité. Une révolution sociale est en marche. Chaque semaine, il s'adresse à la nation par radio, expliquant chaque décision, chaque projet. Son discours est clair, nous ne devons plus subir l'histoire, nous devons l'écrire nous-mêmes. Mais tous ne partagent pas sa vision. Ses réformes sont trop rapides, trop radicales. Les privilégiés du passé, les riches commerçants, certains hauts fonctionnaires, commencent à comploter contre lui. L'ancienne métropole, la France, voit d'un mauvais œil ce président qui ose dénoncer publiquement le néocolonialisme et le pillage des ressources africaines. Sankara accuse publiquement les institutions internationales de maintenir son pays sous un joug économique insupportable. Nous ne paierons pas la dette coloniale, lance-t-il à l'ONU. Ces paroles sont perçues comme une provocation. On commence à parler de lui comme d'un danger. Le FMI, la Banque mondiale, certains dirigeants africains alliés de la France, tous commencent à préparer sa chute. Pire encore, des tensions apparaissent au sein même de son entourage. Blaise Compaoré, l'ami de toujours, le frère d'armes, est devenu un homme distant. Lui qui était autrefois inséparable de Sankara, partageant ses rêves et ses ambitions, semble aujourd'hui étranger à la révolution qu'ils ont initiée ensemble. Les tensions sont discrètes, mais réelles. Sankara veut aller plus loin, plus vite. Il réclame une rupture totale avec les anciennes puissances coloniales. Il refuse de payer la dette extérieure, préfère produire localement plutôt que d'importer, et impose des réformes sociales radicales. Compaoré, lui, commence à trouver ce rythme insoutenable. Les pressions internationales s'accumulent. La France, la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, et d'autres acteurs influents voient d'un très mauvais œil l'insoumission de Sankara. L'isolement diplomatique se fait de plus en plus pesant. Blaise Compaoré, lui, est approché. On lui parle d'une alternative. Une stabilisation du pays. Une politique plus modérée. On lui murmure des promesses d'appuis économiques et politiques. Dans son esprit, le doute s'installe. La nuit, dans une villa discrète de Ouagadougou, des réunions secrètes se tiennent. Compaoré y rencontre des officiers de l'armée, des hommes influents du monde des affaires, ainsi que des émissaires venus de l'étranger. Les discussions sont feutrées, mais le plan est clair, Sankara doit tomber. Dans l'armée, certains officiers commencent à remettre en question la politique du leader révolutionnaire. Son refus des compromis, son rejet de l'aide internationale, sa lutte acharnée contre la corruption sans distinction, tout cela en fait un homme à abattre aux yeux de ceux qui préfèrent le statu quo. Thomas Sankara, lui, continue d'avancer. Il n'a pas peur. Il sait que sa politique le met en danger, mais il croit en son peuple. Il croit en l'idéal qu'il porte.
Je préfère mourir les pieds en avant que de vivre à genoux. Mais ses ennemis, eux, ne croient pas en l'honneur. Ils ne croient qu'en le pouvoir. Dans les couloirs du Conseil de l'Entente, où il tient ses réunions, certains préparent déjà le dernier acte de cette révolution. Les armes sont prêtes. Les ordres seront donnés. Le destin de Sankara se joue dans l'ombre. Et lui, sans le savoir, marche droit vers le piège. La date est fixée. Le 15 octobre 1987. Une journée comme les autres, en apparence. Ouagadougou vibre sous le soleil ardent de l'Afrique de l'Ouest. Dans les rues poussiéreuses de la capitale, les marchands s'affairent, les enfants courent après un ballon de fortune, et les ouvriers achèvent leur chantier dans une euphorie contagieuse. L'après-midi est chaud, lourd, comme si l'air lui-même pressentait l'imminence d'un drame. Sankara, insouciant du complot qui se trame, se rend au Conseil de l'Entente pour une réunion avec ses collaborateurs. Il est accompagné de quelques fidèles compagnons, convaincus comme lui que le Burkina Faso peut continuer sa marche vers l'indépendance réelle. 16h30, des tirs retentissent. Une unité de soldats fidèles à Kepaoré encercle le bâtiment. Ils avancent rapidement, leurs visages fermés, leurs armes levées. Sankara comprend immédiatement. Il se lève les mains et dit d'une voix calme. « C'est moi que vous voulez. Épargnez les autres. » Les soldats ne hésitent pas. Les balles fusent. En quelques secondes, tout est fini. Sankara gît au sol, son sang imbibant la poussière rouge du Burkina Faso. Ses compagnons sont tous abattus. L'idéal révolutionnaire semble s'éteindre avec lui. Le lendemain, Blaise Kepaoré prend officiellement le pouvoir. Il annonce que Sankara est mort dans une tentative de coup d'État. La réalité, elle, est bien différente. Rapidement, le nouveau régime élimine les traces du passé révolutionnaire. Les portraits de Sankara sont arrachés des murs. Ses discours sont interdits. Ses réformes sont abandonnées ou modifiées. Le Burkina Faso revient progressivement dans le giron des puissances étrangères. La population, elle, est sous le choc. Certains comprennent que quelque chose de terrible vient de se produire. D'autres, sous l'effet de la propagande, croient à la version officielle. Mais le murmure de la révolte n'est jamais totalement étouffé. Avec le temps, la vérité émerge. Les jeunes, curieux, se replongent dans les discours enflammés de Sankara. Ses paroles résonnent toujours, comme un écho à une Afrique qui veut se relever. Aujourd'hui, son nom est prononcé avec respect, non seulement au Burkina Faso, mais partout sur le continent. Il est devenu un symbole de l'intégrité, du refus de la soumission, de l'aspiration à une Afrique maîtresse de son destin. Son visage orne des peintures murales, ses idées inspirent des mouvements citoyens, et son combat continue dans le cœur de ceux qui rêvent encore d'un Burkina Faso, d'une Afrique, vraiment libre. Car comme il l'avait prédit, on peut tuer un homme, mais pas ses idées. Et ces idées, aujourd'hui plus que jamais, sont bien vivantes. Thomas Sankara n'était pas un simple président. Il était une vision, une promesse, un feu ardent qui refusait de s'éteindre. Son passage sur Terre fut bref, mais son impact, lui, est éternel. Aujourd'hui encore, son héritage traverse les générations. Il inspire les luttes pour la justice, l'indépendance et la dignité des peuples africains. Dans chaque jeune qui rêve d'un continent libre, dans chaque mouvement qui se soulève contre l'oppression, dans chaque voix qui refuse la soumission, Sankara est là. On a voulu le faire taire. On a cru pouvoir l'effacer. Mais comment tuer une idée? Ces mots résonnent encore. Là où s'abat le découragement, s'élève la victoire des persévérants. Alors, à toi qui regardes cette vidéo, retiens ceci, les héros ne meurent jamais. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour d'autres récits inspirants. Partage cette vidéo, car plus nous ferons vivre ces idées, plus elles changeront le monde. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui mérite d'être racontée.